Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, aujourd'hui consacrée à la question « Nous aurait-on menti? Lucie serait-elle un babouin ?» La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur la communauté paléontologique le 6 juin 2015 dans un article publié dans la revue Journal of Human Evolution. Un fragment de vertèbre de Lucie, le plus fameux des australopithèques, appartiendrait en fait à un babouin. Les implications de cette découverte sont lourdes. Si ça se trouve, AL288-1, plus connu sous le petit sobriquet de Lucie, ne serait pas faite d'un seul et unique squelette, mais d'au moins deux, et si ça se trouve de même plusieurs autres fragments de squelettes, et peut-être même pas de la même espèce. Comment une vertèbre de babouin a-t-elle pu se retrouver là, au milieu du squelette de Lucie, et surtout, comment a-t-elle pu y rester aussi longtemps, une quarantaine d'années, sans que personne ne s'en rende compte? Les implications de la réponse à cette question vont nous emmener à travers d'autres questions auxquelles nous allons répondre à travers cette vidéo. Notamment, d'une part, donc comment cette vertèbre de babouin a-t-elle pu arriver là? Comment les scientifiques ont-ils pu être dupés pendant toutes ces années? La théorie de l'évolution s'en trouve-t-elle menacée? Et que faire pour remplacer Lucie dans le futur? Commençons d'abord par tâcher de comprendre comment une vertèbre de babouin a-t-elle pu se retrouver dans le squelette de Lucie. Alors simplement, quand on parle du squelette de Lucie, on ne parle pas d'un fossile qui a été trouvé dans une fouille conventionnelle, en tout cas pas en entier. Alors ce que j'appelle une fouille conventionnelle, c'est en gros on creuse un trou, et à l'intérieur du trou on trouve un squelette tout articulé, tout entier, et on décrète que ce squelette appartient à une seule et unique personne, ce qui semble raisonnable. Lucie n'a pas été découverte comme ça. Les premiers fragments de Lucie ont été ramassés directement en surface, glanés au pied d'un talus dans lequel se trouvait le reste du squelette. Dans les années 70, quand les paléontologues exploraient l'Afrique de l'Est à la recherche de fossiles, eh bien, un jour ils sont tombés sur un fragment d'avant-bras, un radius, qui s'est rapidement trouvé accompagné d'un fragment de crâne, un os occipital, et puis dans les alentours ils ont découvert un fémur, des côtes, un fragment de bassin et même une mâchoire inférieure, et remontant la piste de tous ces os dispersés, ils ont fini par découvrir une couche géologique très riche en ossements et qui leur a livré tout le reste d'un squelette complet à 40% d'hominidés que nous connaissons maintenant sous le nom de Lucie. À l'époque, ils ont, on va dire, assumé que tous les os venaient du même squelette, donc du squelette de l'individu nommé Lucie, parce qu'ils n'ont trouvé aucun doublon. Si vous voulez, dans la couche riche en ossements, en fossiles, il y avait des fossiles d'autres animaux, mais pour ce qui est des hominidés, ils n'ont jamais trouvé qu'un seul bras droit, qu'une seule jambe gauche et qu'un seul bassin. C'est-à-dire que si on avait trouvé deux jambes gauches ou bien deux bras droits, bah forcément on se serait dit ah là il y a plusieurs squelettes. Mais il n'y avait aucun doublon dans la collection d'os d'hominidés qu'ils avaient, donc ils se sont dit que forcément il n'y avait qu'un seul individu. Oui, mais à l'époque ils n'avaient pas envisagé que des fragments de babouins puissent se glisser dans la collection. Or, étant donné la méthode de fouille, sachant qu'ils n'ont pas trouvé le squelette tout entier au même endroit, mais qu'ils ont glané les fragments de ce squelette alentour avant de trouver où se trouvait la source de tous ces os, la possibilité d'une contamination du squelette est plus que probable. Une contamination du squelette par d'autres fossiles, d'autres individus d'hominidés, voire même d'autres espèces si elles n'ont pas été identifiées correctement. Et c'est ce qui est arrivé avec cette vertèbre. L'une des vertèbres de Lucie n'était en fait pas de l'hominidé, mais appartenait à un babouin. Et ce babouin a certainement contaminé le fossile de AL288-1 lors de cette phase de ramassage en surface, ou peut-être même lors de la collecte, sachant que les os du squelette de Lucie n'étaient pas connectés les uns aux autres. Alors du coup, qu'est-ce que cela implique pour le squelette de Lucie? Eh bien ça implique tout simplement que ce squelette n'appartient pas à un seul individu. Il appartient au moins à deux individus, un australopithèque et un babouin, donc en plus deux individus d'espèces différentes. Et sachant que la méthode de collecte n'exclut pas qu'il y ait eu plus de contamination que ça, eh bien on se retrouve avec un gros problème, celui de la possibilité que Lucie ne soit en fait qu'un squelette composite fait de plusieurs individus, voire même de plusieurs individus de plusieurs espèces. Le squelette de Lucie n'existerait même pas. Et la possibilité que Lucie n'existe pas en tant qu'individu unique, eh bien ça remet pas mal de choses en question, et notamment la validité de l'espèce qu'on a créée à partir de ce squelette, Australopithecus afarensis. Puisque Lucie était le premier spécimen décrit de l'espèce Australopithecus afarensis, eh bien ça doit vouloir dire que tous les morceaux d'Australopithecus afarensis qui ont été trouvés après Lucie, et qui ont été comparés à Lucie et dont on a dit bon bah ok ça ressemble à Lucie donc c'est Australopithecus afarensis, regardez ce fémur c'est certainement Australopithecus afarensis puisqu'il est identique à celui de Lucie, tous ces fragments là, si ça se trouve c'est pas de l'Australopithecus afarensis.
Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est tous du babouin, évidemment, mais ça doit vouloir dire qu'il y a une ou plusieurs espèces dans ce qu'on appelle Australopithecus afarensis. Peut-être d'autres espèces d'hominidés, peut-être même d'autres espèces de primates qui sont très difficiles à distinguer de l'hominidé. Pour résumer les implications de cette découverte simplement, la découverte de 7 vertèbres de babouin à l'intérieur du squelette de Lucie met caduque l'espèce Australopithecus afarensis. Comment les scientifiques ont-ils pu être dupés si longtemps, autour de 40 ans, et se faire servir un fragment de vertèbre de babouin pour de l'Australopithèque sans jamais s'en rendre compte? Comment, après qu'une génération entière de chercheurs ait observé ce spécimen sous toutes les coutures, ne s'est-on pas rendu compte qu'il y traînait peut-être du babouin? Y aurait-il eu dissimulation? Les esprits les plus sceptiques d'entre vous pourraient peut-être même se demander pourquoi les scientifiques auraient-ils caché la vérité? Aurait-on volontairement fermé les yeux et pieusement menti par omission pour couvrir cette erreur? Ou peut-être l'a-t-on fait pour défendre la théorie de l'évolution? À mon avis, il y a une réponse qui est beaucoup plus simple. La réalité, c'est que si tout le monde croit avoir vu un squelette de Lucie, par exemple dans les musées, dans des expositions, à la télévision, eh bien en réalité, il n'y a qu'une poignée de privilégiés qui ont eu accès au matériel original. Tout ce que vous avez pu voir à la télé, dans les expositions, dans les musées, ce sont des moulages de Lucie. Des copies conformes de l'original, moulées directement sur l'original, mais ça ne reste que des copies. L'original, lui, il est enfermé dans un coffre-fort à Addis Ababa, en Éthiopie, et il n'en sort quasiment jamais. Alors pourquoi ils sont enfermés dans un coffre-fort à Addis Ababa? Déjà parce que c'est en Éthiopie qu'on l'a découvert, donc il est normal que le fossile reste à Addis Ababa. Donc je sais bien qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'aller à Addis Ababa, et c'est même justement pour ça qu'on fait des copies de l'original, c'est pour pouvoir les envoyer à travers le monde pour que justement tout le monde n'ait pas à venir en Éthiopie pour venir voir le fossile. Autant avoir une copie à la maison. Et puis aussi c'est pour ménager le spécimen, puisque les manipulations excessives, même par les chercheurs aussi précautionneux soient, finissent toujours par endommager un petit peu les fossiles. Donc autant travailler sur une copie conforme que sur le spécimen original, puisque on risque de détériorer le spécimen original en travaillant directement dessus. Donc pendant 40 ans, la plupart des chercheurs se sont contentés de travailler sur des moulages. Or, ce qui a permis aux chercheurs de la publication du 6 juin 2015 de se rendre compte que cette vertèbre n'avait rien à voir avec le reste du squelette, c'est sa texture. Elle a une patine qui est légèrement plus polie que celle des autres os et qui montre que cette vertèbre a subi des conditions de fossilisation légèrement différentes. Sans même dire que c'est du babouin ou autre chose, et ça veut vouloir dire que cette vertèbre elle a connu une autre histoire que le reste du squelette. Ça veut dire que cette vertèbre elle vient d'ailleurs. Et ça, les moulages n'en rendent pas du tout compte, puisque le moulage ne rend pas compte de la texture et de la couleur des os. Autre raison pour laquelle personne n'avait vu ça avant 2015, c'est tout simplement parce que très peu de gens s'intéressent aux vertèbres. Faut bien voir que jamais aucune grande théorie n'a été construite sur l'évolution des hominidés juste à partir de la forme des vertèbres de Lucie, et surtout pas à partir de la forme de cette vertèbre-là, qui est juste un petit arc neural isolé. Il n'y a pas énormément d'informations à tirer d'un arc neural isolé comme cette vertèbre qu'on a attribuée à du babouin à l'intérieur de ce spécimen AL288-1. Donc ça aussi, ça explique pourquoi on n'a pas vu qu'il y avait un contaminant à l'intérieur du squelette de Lucie. Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait au moins un contaminant à l'intérieur du squelette, cela remet tout en question. Toute l'intégrité du squelette est remise en question. Si ça se trouve, il y a aussi des fragments de côte qui viennent d'autres spécimens. Vous voyez, tous ces os dont on ne sait pas trop quoi faire, peut-être, appartiennent-ils eux aussi à d'autres spécimens, à d'autres représentants, soit des australopithèques, soit d'autres primates. Donc à partir de là, comme on ne peut pas être sûr, la prudence veut que Lucie tombe caduque. Alors évidemment, Lucie, c'est un phare de la théorie de l'évolution des hominidés. C'est la figure de proue de l'évolution des hominidés, et à chaque fois qu'on parle d'évolution des hominidés, on montre le squelette de Lucie. Alors du coup, si le squelette de Lucie n'est pas qu'un seul squelette, et voire même n'est pas fait que d'une seule espèce, on pourrait être tenté de dire que ça remet toute la théorie de l'évolution des hominidés en question, et ça semblerait légitime. Eh bien la réponse est non. Non. Déjà parce qu'il faut tempérer les conclusions de cette étude. Ils ont regardé le squelette de Lucie, ils y ont découvert qu'une vertèbre ne collait pas avec le reste, ils y ont aussi découvert que tout le reste allait bien ensemble. Donc a priori, il n'y a pas de raison de considérer que tout le reste du squelette n'appartienne pas à un seul individu. Oui, mais principe de précaution oblige, il faut de toute façon considérer que Lucie est un spécimen qui a besoin d'être révisé totalement, et que l'Australopithecus afarensis doit être révisé totalement. Mais de toute façon, même si on considère que Australopithecus afarensis n'existe plus, n'a plus d'existence, il faut voir que Australopithecus afarensis, ce n'est qu'une espèce parmi tant d'autres.
Il y a des dizaines d'espèces d'hominidés fossiles et on en découvre de nouvelles chaque année. De nouvelles espèces d'Australopithèques en particulier sont décrites chaque année. Donc en réalité, ça a plus fait effet pétard mouillé que coup de tonnerre. Bon, l'étude a été publiée dans Journal of Human Evolution. Journal of Human Evolution est un grand journal de paléoanthropologie, mais ça reste un journal classique de paléoanthropologie. Pour parler d'un coup de tonnerre, il aurait fallu que cette étude soit publiée dans une revue multidisciplinaire à très haut facteur d'impact comme Nature ou Science. Donc déjà, parler de coup de tonnerre, c'est quand même pas mal exagéré. Si on récapitule un petit peu l'histoire de Lucie. Lucie, elle a été découverte dans les années 70, et dans les années 70, ça a été l'hominidé le plus ancien jamais découvert. Du haut de ses 3 millions d'années, Lucie s'est posée comme le premier représentant de notre lignée. Or, depuis, on a fait beaucoup de découvertes et la racine évolutive du genre humain a énormément reculé. L'âge du plus ancien fossile a plus que doublé. Aujourd'hui, avec Toumaï, on parle de 7 millions d'années. Il faut bien se rendre compte que les progrès ont été immenses depuis la découverte de Lucie. Et que Lucie, si elle a encore une place, qui on va dire iconique, dans l'arbre évolutif humain, cette iconisation, elle est purement symbolique. Et l'espèce qu'elle représente, Australopithecus afarensis, n'est qu'une espèce parmi énormément d'autres espèces. Donc même si on part du principe que la présence de cette vertèbre de babouin appelle au principe de précaution et donc à l'invalidation du spécimen AL288-1 comme n'appartenant qu'à un seul individu, et donc sachant que ce spécimen, donc Lucie, a été le premier spécimen trouvé d'Australopithecus afarensis et sert donc de spécimen référence ayant servi pour l'attribution d'autres fossiles à l'espèce Australopithecus afarensis. Donc comme je le disais tout à l'heure, chaque fois qu'on ramassait un morceau d'os, on l'a comparé à Lucie, et puis on s'est dit ça ressemble à Lucie, donc c'est Australopithecus afarensis, ça n'y ressemble pas, c'est une autre espèce. Donc même en partant du principe que Australopithecus afarensis n'existe plus, n'a plus de valeur scientifique, et que par prudence on décide de ne plus considérer Australopithecus afarensis comme une espèce valide, et bien même en considérant tout ça, de toute façon, on ne fait mourir qu'une seule petite branche, qu'une seule petite ramification sur tout l'arbre évolutif humain. Une seule petite branche. Il y en a des vingtaines. Donc il ne faut pas croire que tuer cette seule branche va faire mourir tout l'arbre. Aucunement. Jamais de la vie. Que l'espèce Australopithecus afarensis soit valide ou non, ça ne change rien au schéma général de l'évolution humaine. Le schéma général de l'évolution humaine, il existe déjà depuis très longtemps. Déjà dans les années 70, le schéma général de l'évolution humaine était établi. À l'époque de Lucie, on avait déjà découvert l'homme de Néandertal, Homo erectus, et même les australopithèques existaient déjà, parce que Lucie n'est pas le premier représentant découvert d'Australopithèque. Loin s'en faut, le premier représentant d'Australopithèque, c'est l'enfant de Tong qui a été découvert en 1925. Et il a été accompagné quelques années après avec un nouveau crâne, celui de Mrs. Place, qui a été découvert peu de temps après, tout ça en Afrique du Sud. Alors l'enfant de Tong et Mrs. Place sont plus jeunes que Lucie, oui, mais le genre Australopithèque, lui, existait bien avant Lucie. Donc le schéma général de l'évolution humaine, il existait déjà bien avant. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu cet effet de pétard mouillé plutôt que de coup de tonnerre dans la communauté scientifique à l'annonce de cette découverte? Eh bien ce n'est pas seulement un silence gêné du fait du caractère incommodant de cette découverte pour les paléoanthropologues, c'est aussi parce que les implications de cette découverte sont pas non plus gigantesques. Il n'y a pas de grosse remise en question de tout le schéma évolutif humain juste parce que Lucie n'est plus un spécimen valide. Ok, c'est une icône qui tombe, c'est une statue qui s'effondre, mais c'est tout, c'est un symbole qui tombe. Il n'y a qu'un symbole qui tombe. À mon avis, ce qu'il est plus prudent de faire, c'est d'arrêter de parler de Lucie. Il faut arrêter de parler de Lucie comme étant un seul et unique individu, en tout cas tant qu'une grande révision de cette espèce qui s'appelle Australopithecus afarensis n'a pas eu lieu, tant que quelqu'un n'a pas repris tous les morceaux connus d'Australopithecus afarensis et validé ceux qui étaient bien de l'Australopithecus afarensis et ceux qui n'en étaient pas, ou bien recréer une nouvelle espèce à partir de tout ça qui serait épurée de toute contamination éventuelle. Donc voilà, en attendant que cet énorme effort, qui ne viendra probablement pas de sitôt, se produise, eh bien, il faudrait ne plus parler de Lucie et remplacer Lucie par quelque chose d'autre, par une autre espèce d'Australopithèque. Alors je sais que les habitudes ont la vie dure, et je pense que ce sera pas pour demain qu'on verra dans les médias des gens arrêter de se précipiter sur Lucie dès qu'on parle d'Australopithèque ou d'évolution humaine, mais voici au moins quelques suggestions pour vous, si vous êtes enseignant, si vous êtes journaliste, pourquoi pas. Donc voilà, si vous voulez faire une présentation demain sur l'évolution des humains, mais que vous voulez rester prudent quant au cas de Lucie, eh bien voici quelques suggestions pour la remplacer. Et la suggestion qui à mon avis est la meilleure, c'est d'en revenir aux sources d'Australopithèque
Et la source d'Australopithèque, le premier individu qui a été découvert d'Australopithèque, c'est l'enfant de Tang. L'enfant de Tang, c'est le premier spécimen qui a été nommé Australopithecus. Avec lui, vous ne pouvez pas vous tromper. Quoi qu'il arrive avec les Australopithèques dans le futur de la classification des espèces appartenant à l'arbre évolutif de l'homme, l'enfant de Tang sera toujours appelé Australopithecus africanus parce que c'est lui le type du genre Australopithèque et de l'espèce Africanus. Mais le truc c'est qu'on n'a pas de squelette entier. C'est vrai que l'avantage de Lucy, c'est que c'était aussi le premier squelette attribué à un seul spécimen qui était aussi complet. Si ce que vous souhaitez avoir donc c'est un squelette entier d'Australopithèque, il y a le tout récemment décrit Australopithecus sediba qui va pouvoir vous aider. Vous aurez même un squelette entier et un squelette en bonus car il y a 2 squelettes quasiment complets qui ont été découverts. Beaucoup plus complets que ne l'a jamais été Lucy. Après le problème c'est qu'Australopithecus sediba, c'est une espèce qui est très dérivée d'Australopithèque. Tellement dérivée qu'il se pourrait même qu'il s'agisse en fait d'un Homo sediba. Australopithecus prometheus, plus connu sous le nom de Littlefoot, petit pied en français, est l'Australopithecus qu'il vous faut si vous voulez être sûr d'avoir un Australopithèque entier. Littlefoot, c'est le spécimen d'Australopithèque découvert le plus complet jamais trouvé. Il ne manque quasiment rien. Le problème, c'est qu'il est impossible de trouver une image du squelette de Littlefoot montée parce que le squelette de Littlefoot n'a pas encore été totalement décrit. Littlefoot, on en a décrit le pied, le squelette a été vite fait décrit dans un article paru dans une revue sud-africaine qui est introuvable. Et surtout, le squelette de Littlefoot n'a jamais été monté parce que je ne suis même pas sûr qu'ils aient fini de le nettoyer. Donc, très prochainement, peut-être, nous aurons accès à des photos d'Australopithecus prometheus. Donc voilà, 3 options pour remplacer Lucy si vous souhaitez parler d'Australopithèque. Chacun a ses petits inconvénients. Évidemment, si c'était si facile de trouver des squelettes entiers, où serait le plaisir de fouiller ? Donc pour conclure cette vidéo, je vais répondre à la question que j'ai posée tout au début. Nous aurait-on menti? Lucy serait-elle un babouin? Alors, déjà question en 2 parties. Lucy serait-elle un babouin? Vous aurez compris que non, Lucy n'est pas un babouin. Il y a un morceau de babouin à l'intérieur, mais ça ne fait pas de tout le squelette celui d'un babouin. Le reste du squelette appartient bien à de l'hominidé. Les auteurs de l'article disent qu'il s'agit bien d'un seul spécimen, ou en tout cas que leurs observations ne permettent pas de conclure que le reste du squelette n'appartient pas à un seul spécimen. Donc le reste du squelette, il peut être considéré comme appartenant à de l'hominidé, donc surtout les parties qui ont été très étudiées comme le bassin, le fémur, les dents. Ça a été vu, revu, surétudié, surrépété. On peut être certain que ça appartient à de l'hominidé. Maintenant, si on veut être réellement prudent, il faut considérer que Lucy n'est pas faite d'un mais de plusieurs individus. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que tout n'est pas du babouin dans Lucy. Il n'y a qu'un petit bout de babouin avéré et c'est tout. Deuxième partie de la question qui est en fait la première, nous aurait-on menti? Non, on ne nous a pas menti. Il n'y a pas eu de cachotterie de la part des scientifiques. D'une part parce que le fait de découvrir que Lucy n'est pas un seul et unique spécimen et le fait de découvrir que Australopithecus afarensis n'est pas une espèce valide ne change rien à la théorie de l'évolution. Donc il n'y a pas de raison de faire de cachotterie pour essayer de préserver le grand schéma évolutif. Les fossiles ne sont qu'une partie du grand schéma évolutif de l'évolution de l'homme. L'évolution humaine, elle a été inférée avant même de découvrir des fossiles. Et plus récemment, l'ADN est venu se rajouter à ça. De grandes similitudes de l'ADN existent entre l'homme et le chimpanzé, plus qu'il n'en existe entre le chimpanzé et le gorille. Donc voilà, le grand schéma évolutif humain, il n'est pas fait que de fossiles. Torpiller un fossile n'y changera rien. De toute façon, le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu cachotterie. La découverte, elle a été publiée. 6 juin 2015, Journal of Human Evolution. C'est un article écrit par des paléoanthropologues, des évolutionnistes, qui vous disent cette vertèbre n'est pas une vertèbre d'Australopithèque. Il y a contamination dans le squelette de Lucy. Ce sont bien des paléoanthropologues qui nous le disent. Donc il n'y a pas cachotterie sur ce coup-là. Il faut bien se mettre à la place de ces chercheurs qui sont allés voir le squelette de Lucy, qui sont allés l'étudier à fond et qui pointent du doigt leurs erreurs. Et par ailleurs, il faut aussi saluer la remarquable acceptation de la communauté paléanthropologique qui, constatant cette erreur, n'a pas empêché cet article d'être publié. Et je peux même vous dire que quelques mois plus tôt, il avait été présenté à un congrès. Vous voyez, personne n'a sorti de fusil pour flinguer les chercheurs qui ont fait cette découverte. La découverte de la vertèbre de babouin dans le squelette de Lucy, elle a été présentée en congrès, elle a été présentée au public à travers un article qui a été lui-même relu par des experts pour validation avant sa publication, et que le processus a fonctionné, et que le processus
processus de révision de l'opinion scientifique a complètement fonctionné du début à la fin. Donc voilà, même si on marche sur les plates-bandes des géants, même si c'est pas très sexy en tant que chercheur de s'intéresser à des parties du squelette comme la colonne vertébrale qui suscitent généralement peu d'intérêt, cet article a été quand même publié. Là où les créationnistes et les sceptiques de l'évolution en général seraient enclins à penser que c'est une défaite de l'évolution, qu'on vient de perdre un de nos emblèmes, une de nos icônes concernant l'évolution des espèces, ces gens-là, il faut bien leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'icône en évolution des espèces. Les médias peuvent iconiser ces espèces s'ils veulent, les médias peuvent iconiser Lucie autant qu'ils veulent, et ils peuvent continuer à iconiser Lucie s'ils le veulent, mais Lucie n'est pas plus iconique que n'importe quelle autre espèce d'hominidés fossiles. Et donc, voir Lucie tomber n'est absolument pas une défaite. Et au contraire, c'est une victoire pour la paléoanthropologie, puisque on a réussi à se débarrasser de ce petit fragment de vertèbre qui nous parasitait le signal, ou qui aurait pu le parasiter à l'avenir. Si l'une des espèces de l'arbre évolutif de l'homme n'est plus valide, il faut le savoir pour pouvoir corriger cet arbre, et pour pouvoir obtenir une image plus nette de ce qu'était l'évolution humaine. Donc on a bien progressé dans notre connaissance de l'évolution humaine, grâce à cette découverte. On n'a pas régressé. Donc non, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire qui nous rappelle que la pratique de la paléontologie comme celle de n'importe quelle science ne se fait pas dans le dogme et la croyance aveugle. La paléontologie ne se pratique pas dans la croyance que Lucie est plus importante que Toumaï, ne se fait pas dans la croyance que Lucie est un spécimen qui a toute son intégrité alors qu'il ne l'a pas, et que maintenant on le sait. Donc voilà, on va pas continuer à croire aveuglément à ce qu'on a envie de croire, non. On peut croire que la réfutabilité est une faiblesse, en réalité c'est une force. C'est parce qu'on arrive à détruire ces murs qu'on construit qu'on peut aller au-delà de ces murs. Cet article est un exemple de la transparence dans laquelle la théorie de l'évolution se construit, et elle nous montre comment les sciences de l'évolution progressent dans la douleur de la réfutabilité. En science, c'est en se tirant des balles dans le pied qu'on avance, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si on est capable de l'esquiver ou non. C'est en tirant à bout portant dans notre théorie, au boulet de canon, qu'on arrive à savoir si notre mur y tient debout. Et quand il s'effondre, c'est humiliant, c'est désagréable, mais c'est comme ça qu'on avance. La science, c'est comme ça qu'elle devrait aller au-delà du sentiment personnel. Donc découvrir cette vertèbre de babouin à l'intérieur du squelette de Lucie, ça a été certes un petit pas en arrière pour le paléoanthropologue, mais par contre ça a été un très grand pas en avant pour la paléontologie en général.